Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Floris. Salut Benjamin. Salut, Johan, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Très bien, ça va bien, ouais. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas, parler un peu de ton parcours, les études, etc., qui t'ont mené au poste du coup, de préparateur physique que tu as aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Benjamin Floris. Euh, je suis montpelliérain, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Et j'aime bien commencer par ça parce que c'est assez important, ça relativise pas mal la vie. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Vincent et il en a parlé. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Donc, moi, je suis montpelliérain, j'ai jamais quitté Montpellier. J'ai fait ma fac de sport à Montpellier il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, cette licence était très différente de celle que tu connais maintenant, dans laquelle tu es. Elle était beaucoup plus axée, elle était très axée euh, études et recherches déjà à l'époque, mais il y avait très peu de pratique et on était très peu. C'était les prémices de la licence ES. Donc moi, je me suis arrêté à la licence parce que le master était très, très recherche. Et moi, j'étais plutôt un mec de terrain. J'avais plutôt besoin de pratiquer, de transpirer pour découvrir un petit peu tout ça. J'avais un peu de mal avec les laborantins qui ne me parlaient que de PubMed et des études. Donc j'ai plutôt décidé de quitter la fac pour aller au CREPS avec Bruno Parietti, Olivier Morelli, entre autres, qui étaient mes formateurs sur le BP AG2F. C'était le BE Muscu à Cumez, le nouveau à Cumez. Et c'est là où j'ai beaucoup pratiqué. Et en parallèle, j'étais athlète. Donc j'ai commencé à faire du décathlon quand j'avais 16 ans, des épreuves combinées. Et c'est là où j'ai découvert la musculation, j'ai découvert l'entraînement physique, le développement et l'entraînement, puisque j'étais dans un petit club à Montpellier et étant à la fac de sport, on avait des stages à effectuer. Donc c'est là où j'ai commencé finalement à commencer à coacher pour aider mon entraîneur de l'époque, puis entraîner les jeunes athlètes minimes, puis au fur et à mesure de fil en aiguille. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à aimer le développement physique, le développement, on va dire mindset, et en même temps et un petit peu ce côté un petit peu pratique et testing, quoi, on va dire. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as passé d'autres diplômes complémentaires? Tu sais, des fois, on se complète avec d'autres formations. Est-ce que tu en as passé d'autres aussi? Ouais. Après le CREPS, le BP, j'ai passé un certificat de préparation physique. C'est ce que maintenant vous appelez DU, de préparation physique. C'était toujours au CREPS et il y avait des intervenants supplémentaires. Il y avait Michel Pradé qui intervenait, il y avait des préparateurs physiques du rugby. Donc ça nous a permis un peu de voir tout un panel de préparateurs physiques qui étaient déjà en place et qui ont pu vraiment nous donner des tips un peu différents. Et ça permettait aussi d'avoir des personnes dans ma formation qui étaient un peu axées préparation physique. Parce que le BP était beaucoup plus axé bodybuilding, on va dire, même s'il y avait des intervenants qui étaient plutôt préparateurs physiques. Mais les personnes qui étaient avec moi, c'était plutôt des gars qui étaient en plateau muscu et qui adoraient le bodybuilding. Et moi, je voyais ça comme un passage intermédiaire pour pouvoir être préparateur physique et avoir vraiment les prérequis d'être capable de prendre en charge une personne en salle de musculation. Voilà. C'est ce que ça m'a apporté vraiment, c'était le fait d'avoir pu pratiquer sur les plateaux de muscu. Je sais que Vincent en a parlé aussi, moi j'ai connu ça. Des salles où tu avais un mec qui était vraiment sur le plateau et qui donnait des conseils à tout le monde, ça te permettait vraiment de coacher plein de personnes et de pas juste faire l'accueil et de vendre un abonnement. C'était vraiment aller voir les mecs, essayer de comprendre ce qu'ils avaient besoin et d'essayer de savoir ce qu'ils aimaient faire pour trouver le meilleur entraînement pour atteindre leur objectif. Donc voilà, donc ça c'était intéressant. Et ensuite, dans les formations, comme moi j'étais entraîneur d'athlétisme, j'ai commencé à passer mon brevet d'état, premier et deuxième degré, d'entraîneur de sprint. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à entraîner des groupes un peu plus conséquents à Montpellier, des groupes de sprinteurs et des groupes de hurdlers. Et ensuite, j'ai découvert le CrossFit à un moment donné. Et quand j'ai bifurqué du monde de l'athlétisme au CrossFit, j'ai passé mon level 1 et mon diplôme de strongman. C'était CrossFit Strongman.
C'était l'avènement de tous ces outils un peu encore différents que CrossFit a amené finalement, les Stones, les Atlas, les Yoke, tous ces trucs-là qui n'existaient pas dans les salles de muscu traditionnelles, et ce que le CrossFit a amené, par le biais des Américains bien sûr. Et donc moi, c'était quelque chose qui me titillait un petit peu, donc j'étais très content de faire cette formation-là. Ça m'a permis de prendre en charge les cours de Strongman dans la box de CrossFit où je travaillais. Et j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes et de relations aussi avec la préparation physique. Donc, au début, j'étais entraîneur d'athlètes, puis après, je suis parti dans l'entraînement de CrossFit. J'ai toujours gardé un pied dans la préparation physique puisque j'ai bossé avec des sportifs individuels. J'ai travaillé sur la partie plutôt appui et course au niveau du MHR avec le centre de formation. Et donc, en fait, j'ai toujours gardé un petit peu ce truc-là. Et comme tu me posais ma question pour mon parcours, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler au MHB sur des pré-saisons avec l'équipe réserve, puis avec l'équipe professionnelle. Et je reviens rapidement sur le CrossFit et le Strongman. Est-ce que le fait d'avoir passé des diplômes là-dedans, ça t'a aidé en dehors du CrossFit et du Strongman, mais plus dans la prépa physique, dans d'autres sports comme l'handball? Est-ce que tu as eu des billes, ça t'a servi après en dehors avec des sportifs? Ouais. Je pense que ce que le CrossFit m'a amené le plus, et ce qui est non négligeable et ce qui est finalement est très peu enseigné à la fac, c'est la pratique. Gérer un groupe de 14 personnes, de devoir gérer les adaptations, de gérer le caractère différent, la culture différente, le contexte différent. Et ça, c'est un truc que tu n'apprends pas finalement. Vous pratiquez finalement en stage, si on vous laisse la possibilité de prendre en charge le groupe. Mais là, en fait, tu as des responsabilités de garder en sécurité les gens, de faire en sorte que ces personnes-là, en fait, elles soient contentes aussi du travail que tu leur proposes, des adaptations que tu leur proposes. Donc, ce truc-là, que tu n'as pas à la fac, en fait, là, tu te retrouves confronté à coacher 7 ou 8 heures par jour, 14 personnes. Donc, ça fait beaucoup de personnes différentes à coacher. Et tu dois toujours trouver la meilleure option pour eux, et dans l'exercice technique, et en même temps dans l'animation aussi, parce que l'animation est très importante finalement, parce que tu dois faire en sorte que la personne elle soit contente de venir. Souvent, nous, ce qu'on nous enseigne, on nous enseigne la théorie, on nous enseigne le nombre de reps avec le pourcentage, etc. Sauf que en salle de CrossFit, les gens ils viennent pour se dépenser, passer un bon moment, et en même temps ils viennent aussi parce que la méthode les intéresse. Et donc il faut trouver le juste milieu entre l'exigence, la discipline, et en même temps que ce soit un petit peu fun. Il ne faut pas être un cheerleader, mais il faut être un coach. Et un coach, c'est donner des conseils, être précis dans ce que tu vas donner et faire en sorte que les personnes elles progressent. Voilà. Ça, c'est un truc qui a été très important pour moi. Donc, ça m'a permis d'apprendre à gérer un groupe, parce que j'avais appris à l'athlète, bien évidemment, mais on est un sport individuel, l'athlète, donc c'est encore différent. Et par rapport à ta question sur le strongman, ce que le strongman m'a apporté, c'est des exercices différents qui sont très intéressants. Et à cette époque-là, quand j'ai découvert le concept de strongman il y a quelques années, c'était très peu utilisé finalement dans la préparation physique. Mais j'ai trouvé ça intéressant par rapport à, comment expliquer, par rapport à la rigidité que tu peux créer pour soulever des objets qui sont différents du quotidien, encore plus différents, et cette non-déformation. Donc souvent, vous utilisez vous le terme maintenant d'anti-déformation ou d'anti-inclinaison, d'anti-rotation. Et ces trucs-là, moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour le côté mental aussi, parce que c'est aussi une approche encore différente que tu dois amener à tes élèves ou à tes athlètes, de manière à ce qu'ils soient plus ouverts d'esprit, qu'ils soient capables de s'adapter. Et l'adaptabilité, finalement, c'est ce qui me paraît le plus important, et dans la préparation physique, finalement, et dans le sport que tu pratiques. Parce que il n'y a pas de situation figée, elles font que évoluer dans le temps, et elles sont tout le temps différentes. Je rebondis sur ce que tu as dit avant sur le côté d'animation de séance, de gestion de séance, etc. Tu parlais du CrossFit où du coup là les sportifs ils viennent de leur plein gré, tu vois, ils ont pris leur abonnement et ils viennent parce que ça leur fait plaisir. Et du coup, tu as aussi travaillé au MHB où du coup les joueurs ils sont plus sous contrat.
et ils sont obligés de venir. Est-ce que tu as vu une différence sur l'engagement des sportifs vis-à-vis de ce que tu leur proposes au CrossFit et au MHB? Et si oui, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour que les sportifs ils s'investissent vraiment à 100% dans ce que tu leur proposes, malgré que, entre guillemets, ils ne soient pas là de leur plein gré? Je mets vraiment des guillemets là-dessus. Non, non, bien sûr. Mais je crois que Vincent en a parlé la dernière fois sur le podcast dernier, mais pour moi, il y a une différence entre sportifs de haut niveau et sportifs professionnels. Les sportifs professionnels, ils sont payés pour faire leur sport. Et être sportif de haut niveau, on le voit aux Jeux Olympiques, il y a plein de sports qui sont très peu rémunérés et très peu connus, et pourtant c'est du sport de haut niveau. C'est des mecs qui s'investissent au quotidien, du matin jusqu'au soir, qui mettent en place plein de routines, qui vont voir plein de praticiens différents pour essayer d'amener leur performance au plus haut niveau. Et dans le sport professionnel, bizarrement, et c'est pas tout le temps ça en fait. Les mecs, on les amène à faire tout. On leur mâche quasiment le travail. Et donc, ils ne réfléchissent pas tout le temps d'eux-mêmes à ce qu'ils pourraient faire de plus ou de mieux. C'est très variable d'une personne à une autre, d'un club à un autre. Mais c'est une réalité en fait. C'est une réalité. C'est la grosse différence. Et j'en parle beaucoup avec Sam, que tu avais interviewé là, qui travaille à Metz Handball. C'est la grosse différence qu'il peut y avoir entre le basket, par exemple, et le handball, si je prends cet exemple-là. Au basket, on voit beaucoup de mecs, par le biais de la NBA, ce que ça a médiatisé, finalement, mais se prendre en charge eux-mêmes et investir tous les mois dans leur préparation physique, dans leur récupération, dans leur alimentation. Et au handball, en tout cas, de ce que j'ai connu au niveau professionnel, tu as deux parties des gens. Tu as ceux qui sont là-dedans, qui arrivent à investir dans leur quotidien. C'est bête, mais aller faire des courses correctement, prendre le temps de cuisiner, de préparer tes repas, d'avoir des outils de récupération chez toi. Tous les sportifs ne l'ont pas, parce qu'ils ont tout à leur club. Et souvent, ils ont tendance à attendre que ça vienne vers eux, et ils n'ont pas tendance à... C'est pas leur projet à eux. Eux, ils veulent juste jouer au handball, quoi. Alors, c'est très variable, et je ne vais pas catégoriser en disant ils sont tous comme ça ou pas, c'est trop difficile. Mais j'ai connu des sportifs qui faisaient absolument rien, qui arrivent 5 minutes avant et 5 minutes après, ils s'en vont. Et tu en as qui arrivent 1 heure avant, tu en as qui repartent 1 heure après. C'est un peu la différence. Tu vois, on prend souvent l'exemple de Cristiano Ronaldo ou de LeBron James qui arrivent toujours avant, qui repartent toujours après. Dans le handball, tu en as des comme ça. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Mais dans le foot non plus. Donc, bon, voilà. Mais de mon image de préparateur physique, quand j'étais à la fac, ce côté-là m'a déçu un petit peu, parce que je pensais vraiment que les sportifs professionnels étaient beaucoup plus dans l'action, de réfléchir à tout ce qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour être meilleurs tous les jours un peu plus, ce qu'on appelle le 1%, tu vois. Et c'est pas le cas. D'ailleurs, en plus de ça, ils sont pas tous à l'écoute de ce que tu pourrais toi leur amener. C'est-à-dire que nous, en tant que préparateur physique, de 40 ans, moi, mon objectif, si tu veux, c'est d'essayer de trouver la meilleure méthode qui pourrait leur aller, ou essayer de réfléchir à ce qui pourrait leur faire du bien, ou ce qui pourrait faire en sorte qu'ils soient meilleurs. Et j'y réfléchis au quotidien, et c'est pour ça que je communique beaucoup avec Sam, avec d'autres personnes, tu vois, par rapport à ça. Et en fait, on est un peu déçus par rapport à ça, et un peu démunis. Alors, c'est là où notre rôle est de créer une culture. Si elle ne l'est pas, d'arriver à dire, voilà, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien, pousser la personne à réfléchir de manière à ce qu'elle grappille petit à petit, d'année en année, là-dessus. Alors, c'est décevant, oui, mais notre rôle, finalement, il est autant dans le consulting, on va dire, que dans la mise en place au quotidien, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on peut proposer à la personne pour qu'elle soit un peu meilleure. Voilà. Donc, mais c'est très difficile. Ouais. Ouais, bah, je vis aussi un peu actuellement ce genre de choses. Et c'est pour ça que je voulais aussi avoir ton avis. Je trouve que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Mais est-ce que du coup, est-ce que tu as essayé de mettre des trucs en place? Est-ce que tu as pris des temps d'échange avec les joueurs? Mais des fois, tu prends un temps d'échange avec eux et
bon, en fait, qui sont dans leurs pensées, ils écoutent pas forcément, hein. Est-ce que tu as réussi à mettre des trucs en place? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres, de ton expérience? Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. C'est pour ça finalement que l'individuel préparateur physique Benjamin Floris, je vais avoir un impact sur certains joueurs et pas d'autres. Peut-être que toi, ça sera ça, et peut-être que d'autres. Il n'y a pas de solution miracle ni de choses parfaites. Ce que j'ai appris, en tout cas dans les 4 années, c'est que la culture, le contexte et le caractère de la personne, tu dois la prendre en compte. C'est indispensable. Moi, je pensais que j'allais arriver avec ma méthode en disant, voilà, vous allez faire ça, ça, à tel pourcentage, et les mecs, ils allaient le faire. Et ça ne marche pas tout le temps, parce que tu as un Argentin, un Suédois, un Bosnien qui ne travaillent pas de la même manière. Donc, tu ne peux pas leur parler de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à trouver la meilleure chose. Trouver le meilleur exercice de la meilleure des manières en fonction du contexte. Et le contexte, c'est tu as gagné, tu as perdu, tu as joué, tu n'as pas joué, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, ta femme vient d'accoucher. Ça, ces trucs-là, on ne te l'apprend pas à la fac. Et c'est un truc de fou, c'est que ça reste des êtres humains. Comme toi, quand le matin, tu te réveilles et que tu as les couilles à l'envers, quoi, tu vois. Ben, toi, tu es discipliné parce que tu es préparateur physique, tu sais que tu as ta séance de développé couché, tu vas y aller. Ok, mais tout le monde n'est pas comme toi. Tu as des mecs qui vont dire putain, j'ai pas envie. Et là, tu dois devoir communiquer avec eux. Mais en fait, finalement, tout ce qui marche, c'est la communication. Tu disais, s'il y a un truc, un terme que je devrais utiliser, pour moi, c'est ça, c'est communiquer. Il y a une part de verbal et une part de non-verbal, c'est-à-dire qu'il y a une part d'empathie, on va dire, c'est-à-dire d'avoir la capacité, quand tu vois la personne rentrer dans le vestiaire, de savoir dans quel mood elle est, et qu'en fonction de ce mood-là, tu ne peux pas lui proposer la même chose. Ou en tout cas, tu dois aller le voir pour essayer de lui poser la question. Ça va? Il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui? Ouais, fait chier, putain, ma femme, mon gosse, la voiture. Ça, il peut y avoir 1000 trucs, tu vois, comme toi au quotidien. Et il y en a qui passent outre ça, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils vont être disciplinés, et ils vont rentrer dans le moule, ils vont se mettre dans le moule, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc ça, ce serait pour la partie, on va dire, au quotidien, la petite variable qu'il peut y avoir au quotidien. Et ensuite, pour tous ceux qui n'arrivent pas à se mettre au travail, ben, ton rôle, finalement, c'est de leur expliquer qu'il faudrait qu'ils fassent un petit peu plus. Et quand ils sont arrivés à faire ce petit peu plus, leur proposer un petit peu plus, et petit à petit, pour monter, et pour arriver à faire monter leur niveau de compétence, leur niveau de prise de conscience sur les choses. Après, il y en a plein qui ont la prise de conscience, mais qui n'arrivent pas à mettre des actes au quotidien. Et là, notre rôle, c'est d'arriver à leur montrer, à leur proposer, et les valoriser aussi s'ils y arrivent. Et s'ils y arrivent, à ce moment-là, pour le coup, tu peux considérer que tu es arrivé à réussir ton objectif, d'arriver à les faire s'améliorer. Maintenant, dans l'imaginaire global des gens, j'entends souvent ça parce que tous les gens autour de moi et mes amis ne sont pas dans le sport de niveau, ils diraient les gars, ils sont payés pour faire ça, quoi. Ils sont payés pour faire ça et il faut qu'ils le fassent, quoi. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Et eux-mêmes, dans leur boulot, des fois, ils sont payés à faire des choses et ça leur casse les couilles de le faire. Et ils le font pas tout le temps, ou ils le font en bâclant. Ben, c'est la même chose. Les joueurs de handball, ils sont payés pour être bons sur le terrain. Et les entraîneurs, d'ailleurs, des fois, le disent. Ce mec-là, il ne veut pas faire de la muscu. Moi, si le mec, il marque 10 buts par match et qu'il n'a pas de taux d'absentéisme, qu'il a fait tous les entraînements, il a fait tous les matchs et que c'est un monstre, franchement, est-ce qu'il vraiment il a besoin de faire des trucs supplémentaires? Et là, tu as deux méthodes. Tu as la méthode qui dit c'est le terrain qui prime. Et nous, on voit, notre méthode, ce qu'on voit, c'est le moyen terme et le long terme aussi. Parce qu'un athlète de 20 ans qui ne veut pas trop faire de préparation physique ou qui n'a pas besoin, est-ce qu'à 25 ans, 26 ans, il ne va pas se retrouver à avoir des blessures redondantes? Et donc, dans ce cas-là, oui, on va perdre du temps. Finalement, son contrat, ça va être... il va coûter peut-être cher pour le club et en même temps, voilà, on l'aura pas mis au travail suffisamment. Et, tu vois. Mais tu pourras pas aller contre la culture, le contexte et le caractère. Tu vas pouvoir améliorer ça, mais il va falloir y aller tout doucement. Au début, ça va marcher. Quand tu arrives dans un club, les 6 premiers mois, tout marche. Parce que
c'est nouveau, tu es en pré-saison, les mecs ils savent qu'en pré-saison ils vont bosser. Le plus difficile, c'est quand tu arrives en saison et que tu joues tout le temps. Quand tu joues 2 fois par semaine, quasiment 3 fois, parce que tu joues du dimanche au dimanche 3 matchs, plus les déplacements, là il y a tout qui change, tout est différent. Tu parlais de communication. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, que c'est important de communiquer pour voir ce qui va pas, etc. Et du coup s'adapter par la suite. Est-ce que tu as déjà eu des joueurs avec qui tu veux communiquer parce que tu vois qu'il y a quelque chose et en fait c'est un joueur qui parle pas ou qui va rien te communiquer et du coup toi derrière bon bah tu peux te retrouver un peu bloqué. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de choses? Ouais, ouais, ça arrive tout le temps. Dans un groupe de 18 joueurs, tu as toujours des personnes qui sont différentes. Tu as ceux qui te disent oui et qui en fait font autre chose. C'est-à-dire qu'ils te disent oui, il n'y a pas de problème. Et tu tournes le dos, ils sont en train de faire autre chose, un autre exercice ou autre chose. Tu as ceux qui sont frontales, qui disent moi je ne vais pas le faire. Et tu dis ok. Et donc il faut les laisser venir petit à petit. Il faut leur montrer par A plus B. Il faut être infatigable. Parce que c'est notre rôle. Tu donnes un conseil technique à un mec, mais le mec finalement, il dit ah, tu me fais chier, tu as toujours un truc à me dire. Et moi, mon rôle, c'est ça. Le mec, il fait pas bien son squat, ou il fait pas bien son exercice, et je dois essayer de le corriger. Et en fait, ils n'aiment pas être corrigés. Donc, tu fais quoi? Ouais, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour ça. Ça ne te plaît pas, mais moi, je suis là pour ça. Donc, et après, il y a celui qui va dire, avec qui tu vas discuter pendant 1 heure de ça, de préparation physique, d'entraînement. Tu vois, il y a plein de personnes différentes. On est d'accord que la communication, c'est ça. Maintenant, il faut trouver la bonne méthode de communication au bon moment aussi. Et elle va être différente d'une personne à une autre, d'une culture à une autre. Et c'est ça qui est difficile, c'est que pour arriver à tirer le parti de tous les joueurs et de toutes ces cultures, parfois, il faut faire des choses que tu ne devrais pas faire. C'est-à-dire, le mec qui ne joue pas, le soir du match, il a envie de faire un max à l'épaulé parce qu'il est énervé ou d'aller courir une demi-heure. Tout le monde te dirait, mais c'est un délire, il ne faut surtout pas faire ça. Mais si le mec, il a besoin de le faire, qu'est-ce que tu fais? Si le mec, ça lui fait du bien que le lendemain, 2 jours après, en fait, il a les crocs, il a envie d'arriver sur le terrain, il a envie de tuer tout le monde. Là, fais-le. Tu vois, c'est ces choses-là que tu n'apprends pas, en fait. Parce que tu vois, et en fait, le mec, il dit, ouais, c'est bon. Ou comme le mec, d'ailleurs, qui, à la fin du match, il n'a pas joué, et tu as le mec qui va pas aller au massage, ou qui va pas aller voir le médecin alors qu'il est malade, et qui va aller boire 3 bières, quoi, tu vois. C'est pareil. Ouais. C'est le même problème, en fait. C'est le problème sur 2 trucs différents, mais ça revient exactement au même. Il faut trouver Ouais. le bon canal de communication. Alors, peut-être des fois, il faut laisser, quand le mec est un peu bougon, tu le laisses, tu lui envoies un texto en lui disant ça serait bien qu'on se parle 5 minutes demain. Et des fois, ça marche. Des fois, le mec, il t'écoute. Des fois, il t'écoute pas. Des fois, il faut jouer franc jeu avec eux. C'est pas facile, hein. Ouais, Et peut-être c'est pas facile. d'autant plus avec les jeunes, finalement, parce que toi, tu me disais que tu t'occupais un peu du centre de formation avec à l'USAM, et moi, je me suis occupé, et c'est pas du tout le même rapport. C'est pas le même rapport. Ils sont encore dans le test. Ils cherchent, ils t'emmerdent, ils te parlent mal, tu les vires, ils reviennent, ils se changent de comportement, tu fais intervenir l'entraîneur, tout est différent. Tout est différent. Donc, C'est vrai. On a parlé beaucoup de l'aspect humain, qui est malheureusement pas toujours appris. En même temps, bon, il y a pas de vérité. Toi, qu'est-ce qui te motive dans le métier de préparateur physique? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier et qu'est-ce qui te motive au quotidien à continuer de ce que tu fais, à être passionné finalement? au tout début, très honnêtement, c'était un peu peut-être le prestige. Quand j'avais ton âge, il y a 20 ans, je me disais, moi, je vais être préparateur physique de sportifs de haut niveau. Ça me faisait rêver. C'était vraiment pour ça. Puis maintenant que je prends de l'âge, je me rends compte que le rapport humain, en fait, c'est ce qui me remplit le plus finalement. Le fait de collaborer, le fait de chercher des solutions, le fait de réfléchir, le fait de rencontrer des gens différents, le fait d'être face aussi à la pression, d'être face aux exigences, face à la performance, face à la désillusion. Tous ces trucs-là, ça, c'est quelque chose c'est un truc qui me passionne finalement. Ça, c'est vraiment des choses qui m'importent.
Après, je te mentirais si le côté adrénaline, ça ne m'excite pas, quoi, tu vois. Quand tu fais un Final Four de Ligue des Champions ou que tu fais un quart de finale de Ligue des Champions ou que tu vas jouer à Paris, à Coubertin, devant les Ultras, tu vois, il y a l'ego, la testo, tu es avec tes gars, tu as envie de partir à la guerre, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super, super excitant. Ça, c'est indéniable. Après, il y a le côté, quand je disais trouver des solutions, c'est trouver des solutions et physiques et mentales. Et c'est là où la partie préparation physique, moi, m'importe. C'est le mouvement, quoi. C'est réfléchir à ce que je peux proposer à la personne, prendre en compte la culture, le contexte et le caractère de la personne pour lui proposer quelque chose qui va le faire progresser. Et ça, au quotidien, c'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose qui m'excite et qui fait que je me pose des questions, qui fait que j'appelle mes potes préparateurs physiques au rugby, tu vois, au hand, dans d'autres sports, pour dire comment tu fonctionnes là-dessus, qu'est-ce que tu fais, comment tu vois les choses, et de discuter de ça, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Mais le rapport humain, finalement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et c'est d'arriver à trouver ça. Le côté pratique de la préparation physique, faire un squat à un mec, le faire progresser, ça, je trouve ça génial. Mais c'est autant génial dans le sport de haut niveau que dans le coaching de personnes lambda que tu amènes à progresser au quotidien. La personne qui n'arrive pas à faire une pompe, qui va faire une pompe. La personne à qui tu vas créer cette capacité de se sentir, de ne pas avoir de limite dans sa vie, en fait. De dire, je vais être capable de faire n'importe quoi. J'ai juste besoin de l'apprendre. Et c'est ce que je dis à mes enfants, en fait, aussi. Tu vois, il n'y a pas de limite. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, donne-toi les moyens, mets de l'énergie dedans et tu vas y arriver. Et c'est pareil, finalement, dans la préparation physique. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire un changement de direction à haute intensité, tu vas réfléchir à ce que tu vas lui proposer de manière à ce qu'il soit meilleur et de lui dire, voilà, il n'y a pas de limite. Tu es ici, toi, tu veux aller là, mais on peut aller plus haut. Il faut aller chercher. Toujours plus haut. Et Tony Parker, il l'a pas mal dit quand il a fini sa carrière. Là. Il disait que quand il avait donné ses objectifs au début, il disait que tout le monde se foutait de sa gueule sur ses objectifs de NBA. Et lui, il a souvent dit, il a dit, si vous fixez des objectifs qui font pas rire les autres, c'est trop facile. Il faut aller chercher, tu vois, l'impossible. Alors ça, c'est pour le sportif de haut niveau. Probablement, ça marche, mais peut-être que dans cette mentalité-là, elle s'est perdue. Avant, on se poussait, on allait chercher, on s'arrachait. Et maintenant, c'est un peu différent. Alors, peut-être qu'il faut arriver à pousser un petit peu les curseurs, quoi. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en danger. Soit je perds, soit j'apprends. Les mecs, ils disent ça, on va dire, fais chier le vieux con, le vieux con. Mais en fait, c'est vrai. Il faut toujours en retirer quelque chose de positif, il faut toujours se pousser, il faut toujours chercher à faire la rep de plus. Je ne suis pas une pute, il me fait rire, Vincent, mais c'est vrai. Tu vois, maintenant, je fais plutôt une rep de moins. Alors, même en tant que coach, tu vois, si tu es trop difficile, tu vois, dans le fait que je te disais, voilà, il faut écouter les mecs, il faut trouver la bonne méthode de discussion, mais en même temps, d'un côté, tu pousses plus les mecs. Avant, il y avait des gueulards dans les salles, c'était allez, on se pousse au cul. Maintenant, c'est oui, il faut faire attention parce que le mec, il a travaillé, il a des enfants, il n'a pas bien dormi, tu vois. Bon, il faut trouver le juste milieu. Ok, c'est très intéressant, mais c'est vrai que tout est lié, faut s'adapter, il faut proposer toujours le. Il n'y a pas de secret en fait finalement. Tu as passé 4 ans en MHB avec l'équipe professionnelle, si je dis pas de bêtises. Ça. Comment tu as intégré ce club? Comment tu es rentré avec l'équipe professionnelle? Ben, donc en 2018, après qu'ils aient gagné la Ligue des Champions, le MHB, moi en tant que Montpellierin, j'étais très content. Mais après un grand titre comme ça, Patrice Canaillé avait décidé de faire en sorte que le préparateur physique de l'équipe professionnelle soit encore plus concentré sur l'équipe professionnelle. Et sur la partie pré-saison du mois d'août, il cherchait quelqu'un pour le relayer sur les équipes réserves. Et donc, c'est moi qui l'ai appelé, parce que j'avais du réseau avec Olivier Morelli, où j'avais fait mon stage au MHB en 2009-2010. Et donc, j'ai fait 2 pré-saisons en fait, avec l'équipe réserve. Et ça s'est très bien passé. Et post-Covid, en fait, ils ont décidé de changer de préparateur physique. Donc, à ce moment-là, comme j'avais déjà bossé dans la maison, ben, pour le coup, c'était plus simple d'avoir quelqu'un qui connaissait.
D'autant plus que, étant montpelliérain, c'était plus simple post-Covid de pouvoir voir venir aussi, parce qu'on était un peu dans le flou artistique par rapport à tout ça. Et sur sur la reprise des championnats, et sur le public, et sur tout un tas de choses. Autant sur on va dire, les aides financières des entreprises que des collectivités, tout ça, c'était un peu le flou, quoi. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait être flexible. Et j'étais flexible à ce moment-là, puisque j'avais arrêté de bosser au CrossFit et que j'étais à mon compte. Donc, ça se goupillait très, très bien. Et donc, j'ai attaqué 4 ans au MHB. Donc, c'était un contrat de 1 an qui a ensuite été renouvelé de 3 ans. Voilà. Et donc, je me suis occupé pendant ces 4 ans de l'équipe professionnelle et de l'équipe réserve. Voilà. Donc l'équipe professionnelle, c'est 18 joueurs pro. En pré-saison, il y a en général, on va dire 4 à 8 joueurs du centre de formation. Et le centre de formation, c'est, voilà, tu as pareil, tu as 16-18 joueurs avec souvent les moins de 17, moins de 18 qui peuvent monter. Et donc là, j'avais en charge et le préparateur physique stagiaire qui s'occupait de la pré-saison quand moi j'étais avec l'équipe professionnelle. Et le reste de l'année, j'avais en charge toute la partie développement, la partie réathlétisation, entraînement, en charge en rapport avec les entraîneurs. Pareil avec l'équipe professionnelle. Donc, c'est vraiment deux mondes différents, 2 fonctionnements différents, avec des objectifs différents aussi. Et donc, j'ai eu des méthodes très, très différentes aussi. Je me suis adapté au contexte, à la culture et au caractère des gens, tout simplement. Ok. De par ton expérience, de ce que tu as pu voir avec les joueurs sur le terrain, etc., est-ce qu'il y a... Alors évidemment, il y a pas de vérité, je pense que ça, c'est dit dans tous les podcasts, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de recette miracle, mais est-ce que sur le domaine de la prépa physique, il y a des aspects un peu plus... Est-ce que des aspects que tu trouves plus importants chez l'handballeur, des choses qui pourraient faire la différence à plus haut niveau? C'est une question assez large. Est-ce que tu as des pistes de réponse là-dessus? Très honnêtement, alors, la musculation, c'est un point un peu particulier parce qu'il y a toujours la notion de technique et la manière dont tu vas l'exprimer. C'est-à-dire que, étonnamment, tu as des sportifs qui sont très puissants et très forts, mais sur des mouvements de base qui ne pourront pas l'exprimer parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique telle qu'elle ou par le biais des blessures, fait qu'ils ont des limitations, si tu veux. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est quand même les sportifs qui sont les plus forts et les plus puissants, quoi. Et peut-être sur des patterns de mouvement différents parce qu'il y a cette limitation technique ou cette limitation liée à l'usure, tu vois. Mais tu prends Valentin Porte, qui est capitaine de Montpellier, qui a 250 sélections en équipe de France, en musculation, il est fort et il est puissant. Et alors oui, sur un squat avec ses chevilles, il a du mal à exprimer, mais si tu le mets sur une trap bar, là, tu vas voir vraiment la puissance. Quand tu vois Karl Conan, il est grand et il est fort, il est puissant. Pour avoir fait des séances de réathlétisation avec lui où je me suis filé au combat, il m'a fait transpirer, quoi. Il m'a fait transpirer, il est très très fort. Et la majorité des joueurs, c'est quand même des joueurs qui sont très très forts. Tu as quelques mecs, c'est des exceptions, on va dire. Peut-être le demi-centre, tu vois, qui a tendance un petit peu à... C'est plutôt des mecs qui sont habiles, qui voient le jeu, tu vois, selon le type de jeu qu'il a. Bon, ben voilà, c'est pas des forces de la nature, on va dire comme ça. Mais peut-être, Ok. tu vois Kylian Villemino, qui a un énorme bras, quoi, tu vois. Et demi-centre, il est un peu arrière. Voilà. Mais c'est des mecs qui peuvent gérer le jeu, voilà, mais qui ont des bras de fou. Mais physiquement, voilà. Physiquement, quand même, très inférieur. Les mecs, ils sont quand même très, très forts et très puissants. Même les ailiers, quand tu vois Yannis Len, même les Suédois, Lucas Pelas, c'est des mecs qui en altéro, c'est des mecs qui en squat poussent fort et poussent vite. Voilà. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Peu importe la manière dont ils l'expriment par le biais de certains mouvements liés à la culture. Tu vois, les Suédois font beaucoup d'altéro, font beaucoup de squats. D'autres mecs font d'autres exercices. Tu vois. Mais ça, c'est vraiment impressionnant pour moi. Et après, bon, tu auras toujours la vision du jeu et tout ça, c'est encore autre chose. Mais si je te parle vraiment des parties qualité physique,
c'est indéniable que la majorité des joueurs qui sont à haut niveau et qui jouent et qui sont dans les 7 majeurs, ça reste quand même des mecs qui sont forts et qui sont puissants, quoi. Ok, donc ouais, vraiment force, puissance. Mais c'est vrai que ma question, c'est vraiment accès physique. C'est vrai qu'après, il y a tous les aspects Ouais. de jeu, prise de décision, etc. Je voulais avoir ton avis, ta vision sur l'individualisation. On sait que quand toi, tu as des joueurs des fois en individuel, c'est très facile d'individualiser. Là, du coup, tu as eu affaire à un groupe professionnel, 18 joueurs, tu l'as dit. Comment tu fonctionnais pour individualiser? Est-ce que déjà tu es arrivé à individualiser? Et si oui, comment tu t'y prenais? Ouais. Ouais, c'est une question intéressante parce qu'on en parle beaucoup dans les podcasts, on en parle beaucoup sur les posts Instagram. Tout le monde dit individualisation, individualisation. C'est pas si évident que ça. Alors, c'est lié au contexte. Si je prends mon contexte, on en a parlé tout à l'heure, parce que tu as vu la nouvelle salle de muscu de MHB que Fred Marcerou a pu moduler. Il se retrouve maintenant avec 5 ou 6 racks de squat. Donc, ça fait 5-6 racks de squat, 5-6 racks où tu peux faire du développé couché, des tractions, du tirage. Et moi, j'avais beaucoup moins, donc j'ai dû adapter encore différemment. Et je ferais probablement différemment si j'avais une salle de muscu à l'américaine avec 10 double racks et 20 athlètes et un rack pour 2 personnes. Probablement. Maintenant, moi, j'ai été bercé à la préparation physique avec Patrick Canaillé qui mettait beaucoup l'accent sur le collectif. Et dans ses demandes, c'était tu fais des groupes de travail et je veux que ces groupes ils changent régulièrement de manière à ce que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes avec les mêmes personnes. Parce que pour lui, cette capacité aux mecs de communiquer et d'être ensemble, c'était super important. Donc, par rapport à la salle de musculation que j'avais et mes connaissances et mes capacités il y a 4 ans, j'ai pris le parti de fonctionner en groupe de travail et en fonction des périodes de l'année et en fonction du temps que j'avais et des objectifs de fonctionner différemment. C'est-à-dire que je fonctionnais par bloc de temps de travail parce qu'en fait, la salle de muscu ne me permettait pas de faire trop différemment. Et donc, j'avais soit l'objectif de faire 3 blocs de 20 minutes ou 2 blocs de 25 ou 4 blocs de 15 ou 5 blocs de 10 minutes en fonction de mon objectif qui était plutôt axé force, où j'avais besoin de temps de récup, ou axé vraiment puissance, où j'en avais besoin peut-être un peu moins, ou axé juste activation et mise en place. Et j'avais tout un tas de trucs comme ça. Mais dans ces trucs-là, j'avais quand même une partie que je pourrais appeler individualisation, qui était plutôt liée à la culture. Et donc, je mettais plutôt bloc haut du corps, bloc bas du corps et un bloc de réhab. Le bloc de réhab était lié par rapport on va dire, au déséquilibre que le kiné avait trouvé ou des petits bobos que les personnes avaient. Et sur les 2 autres blocs, j'avais le bloc haut du corps, j'avais des personnes qui préféraient travailler plutôt le développé couché, d'autres plutôt aux haltères, d'autres plutôt le développé militaire, d'autres plutôt, tu vois. Et pareil sur le squat ou sur le bas du corps où j'avais des mecs qui faisaient plutôt de la trappe barre, plutôt du squat, plutôt du monté de banc. Ça, je l'ai créé au fur et à mesure des 4 années parce que je me suis rendu compte que le fait que les mecs croient dur comme fer que ce mouvement-là va les aider à être plus performants, c'était plus important que moi leur imposer un mouvement. Voilà. Donc ça, je l'utilise encore dans ma méthode maintenant, à distance, puisque je fais du coaching à distance, c'est d'essayer de trouver l'exercice dont les mecs croient. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que tu prends un Bosnien qui a fait toute sa vie du monté de banc, si tu lui fais faire du squat, tu vois, déjà, tu peux le mettre en danger. Il y a des chances qu'il puisse se faire mal. Ensuite, il ne va pas avoir les mêmes repères. Et lui, c'est un mec qui a besoin d'avoir les mêmes repères. Donc, pour le coup, mon individualisation, elle passait sur le côté aussi caractère, c'est-à-dire sur le côté, je trouve l'exercice et la méthode qui permet à la personne de se sentir en confiance pour être la meilleure pour qu'elle puisse s'exprimer. Alors après, ce n'était pas 100% de ce que lui il me dicte, c'est-à-dire que il faut trouver un compromis entre tu veux faire ça, mais moi je te propose ça, ok. Il y avait cet aspect, sur l'aspect individualisation, pour moi, il y avait la partie choix du mouvement. Et ensuite, dans ce groupe-là de 20 joueurs que j'avais, 22, j'avais quand même des joueurs différents. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont 18, 22, 24 ans, qui ont encore besoin de se développer pour avoir une carrière longue et durable et sans pépin.
et en même temps qui se développe. Ça peut être très différent, hein, parce que tu avais des joueurs des centres de formation qui ont besoin encore de faire de l'hypertrophie, on en parlait tout à l'heure, et tu as des joueurs qui ont plutôt besoin de maintenir leur qualité physique, ils n'ont pas besoin de faire plus. Et tu as des joueurs qui ont besoin de peut-être faire un peu moins, s'ils ont 33, 35 ans, ils ont déjà fait 10 saisons au plus haut niveau, ils ont peut-être besoin d'entretenir, d'avoir de la variabilité sur les exercices. Et donc c'était très variable, parce que comme je te disais, on jouait parfois dimanche, mercredi, dimanche, donc ça faisait 3 matchs quasiment en 7 jours. Plus les déplacements, donc tu te retrouves des fois à avoir 2 parties de séance de muscu, une qui dure 1 heure et une qui dure 3/4 d'heure avant une séance de hand, où tu ne peux pas proposer la même chose, où tu dois travailler différemment. Donc, pour moi, il y avait un besoin qui est lié à l'âge d'entraînement, au poste, au caractère, à la culture. Il y a tout ça que tu dois prendre en compte. Alors après, il y a plein de gens qui travaillent différemment, hein. Il y a des gens qui sont très, je dirais, hitlériens et qui imposent les choses. Ça, c'est ce qu'ils racontent. Après, on n'est pas avec eux tous les jours au quotidien. Je pense que, comme on sait que c'est pas blanc ou noir, c'est pas évident. Souvent, les mecs ont tendance à dicter la manière dont ils travaillent, mais on sait très bien qu'au quotidien, c'est pas tout exactement au pied de la lettre ce qu'ils font. J'appelle ça la romance, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui romancent un peu ce qu'ils font. Et la vérité, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Sur 3/4 d'heure de séance, 1 heure de séance, tu dois aussi du coup pouvoir expliquer alors la séance ou les séances, du coup, si tu as des sous-groupes, est-ce que tu as comment on pourrait appeler ça, des stratégies pour être efficace en peu de temps pour laisser plus de temps de pratique? Parce qu'on sait qu'on peut vite, à expliquer des exercices, etc., on peut vite prendre du temps. Comment tu t'y prenais sur ce point-là? Alors moi, je suis très tableau blanc et Velleda. J'écrivais la séance au tableau avec les groupes de travail et les adaptations. Je prenais en charge l'échauffement rapide, puisqu'on avait une partie qui était assez grande, qui me permettait de faire le truc. Et j'essayais de passer le moins de temps au tableau. Et j'expliquais assez rapidement les blocs et les intentions. Et j'envoyais les mecs commencer à s'échauffer. Et après, je pouvais passer dans les groupes ou leur demander de revenir, donner les intentions pour qu'ils essaient de rester tout le temps en mouvement. Et si vraiment j'avais des nouveaux exercices ou des choses un peu particulières à faire, effectivement, pour le coup, j'avais tendance à demander à la personne de revenir pour lui expliquer. Voilà. Et après, je me déplaçais dans la salle pour coacher. Parce que mon objectif, c'est pas juste écrire au tableau. Écrire au tableau, quasiment tout le monde peut le faire. Il y a même des. Tu vas sur ChatGPT, tu demandes une séance d'hypertrophie, maintenant tu peux l'avoir. Donc pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois expliquer la séance où tu veux aller, où tu es et où tu vas aller? Et donc ça, c'est... Et en plus, tu dois utiliser plusieurs canaux de communication, c'est ce qu'on disait. Tu dois montrer à certains, parler à d'autres, démontrer à d'autres. Donc tu es obligé en fait de... Et tu peux pas passer plus de 5 minutes au tableau, les mecs, tu les largues, c'est fini. Donc tu leur expliques rapidement les choses et tu repasses dessus, tu coupes la musique, tu reparles et tu expliques. Les gars, n'oubliez pas sur ce truc-là, l'intention c'est ça. N'oubliez pas sur cet exercice-là, il y a un tempo avec une pause. Voilà, ça c'est ça. Et après, tu essaies de passer devant. Après, tu as toujours l'objectif, toujours la possibilité de faire des groupes de travail avec des tableaux différents et de passer. Ça, c'est si et seulement si tu as une salle qui s'y prête, le matériel qui s'y prête et tout ça. Voilà. Mais cette méthode-là, elle est je l'ai énormément empruntée au CrossFit. Parce qu'au CrossFit, tu passes au tableau et on t'explique la séance et tu y reviens souvent en fait. Les meilleurs coachs font ça, c'est-à-dire qu'ils expliquent rapidement la séance de base et disent on va s'échauffer et pendant que tu t'échauffes, ils vont expliquer les scales, ils vont expliquer les intentions et ils vont revenir au tableau et comme il va y avoir du travail technique, etc. Et ça, c'est beaucoup emprunté à ça, c'est que je connais la capacité de concentration des mecs et que c'est bien que ça dure le moins longtemps possible et que c'est bien de les diriger et de les faire revenir, d'aller voir, d'observer, de donner des conseils. C'est ce qui s'y prête le mieux, à mon avis. Ok, ok. Mais c'est vrai que ça dépend beaucoup comme tu as dit, de ton environnement de travail, le matériel, du contexte, quoi, au sens large.
Question assez large, mais c'est quoi là où les plus grandes difficultés que tu as pu avoir quand tu étais au handball avec le collectif ou avec, je sais pas, peut-être un joueur ou ton environnement? Est-ce que tu as eu vraiment des difficultés où tu te dis, punaise, ça me pose problème et quelles solutions tu as pu mettre en place? Tous les jours, il y avait des problèmes. Tous Ah, les le jours. plus gros alors. Ah. En fait, tu passes ta vie à être dans l'adaptation et dans la discussion, la collaboration pour trouver des solutions. Il n'y a aucun jour qui est pareil, aucun jour qui se ressemble. Il n'y a aucun plan qui est préécrit à l'indélébile. Tu écris avec ton crayon et tu sais que ça va changer. Un petit bobo. Sur les 18 joueurs, tu n'as jamais tout le monde qui arrive le matin sans un truc. Un mec a mal dormi, un mec a mal au doigt, un mec qui. Ça. Tous les jours, c'est pas une crise, hein, mais tous les jours, tu as un truc à gérer et tous les jours, tu dois trouver une solution. Euh, les défis auxquels j'ai fait face, pour moi, et ce que j'ai appris, et je pense que c'est ce que je vais encore découvrir au quotidien, c'est d'arriver à découvrir que la personne est capable de faire au plus profond d'elle et ce qu'elle veut et comment elle peut travailler et quelles sont ses limites. Et qu'est-ce que moi je vais lui proposer. C'est très très large, hein, très très large. Mais des problèmes, des défis, il y en a tout le temps en fait. Quand tu arrives dans un club au début, tu ne connais pas les mecs, tu as besoin de les découvrir et après au fur et à mesure ça va changer. Peut-être que finalement le plus difficile c'est d'apprendre par rapport à notre formation initiale, enfin, on nous fait penser qu'il n'y a que le côté théorique qui compte, et je reviens dessus, finalement c'est de gérer l'humain et de gérer la frustration quand tu as perdu. Voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand tu veux recréer une culture dans un club, tu veux créer une culture que tu as mis en place et que tu as réfléchi avec ton staff, sur une Olympiade par exemple, parce que souvent tu signes un contrat de 4 ans, enfin, en tout cas dans le handball c'était comme ça, à ce moment-là, tu sais que tu vas être confronté à des gens qui ne vont pas être d'accord avec ta culture ou la mise en place de ta culture. Ça peut être sur la culture du travail physique, la culture de la composition corporelle où tu sais que ça va être très important pour toi que les mecs ils soient un peu plus affûtés, qu'ils fassent attention à ton alimentation. Ça peut être la culture de la récupération où tu veux absolument que les mecs passent au massage, au bain froid, à la mobilité. Ça peut être tout ça, ça va être, tu vois. Et ça dépendra de la culture que toi tu veux mettre en place et de ton système d'entraînement. Et tu vas être confronté obligatoirement à des gens qui ne vont pas penser pareil. Et donc tu vas être confronté à un mec qui a 200 sélections en équipe de France qui te dit non, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois. Et là tu te dis, toi on t'apprend, tu détiens la vérité en tant que préparateur physique, et là tu as un mec qui te dit non, je ne vais pas le faire. Et ben comment tu fais? Tu dis allez, sois sympa. Il va dire, c'est pas une question d'être sympa, je n'ai pas envie de le faire. Ok. Le mec il dit j'ai pas envie de faire du bain froid parce que j'aime pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux y avoir 10 études randomisées qui te disent que faire 10 minutes de bain froid, c'est le truc le meilleur au monde après chaque entraînement et que tu seras champion olympique. Le mec, s'il n'aime pas le froid, tu ne pourras pas lui faire mettre le petit orteil dedans, tu vois. Il va falloir essayer petit à petit. Il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu trouves une solution. Mais si le mec, il n'aime pas le froid, tu ne pourras pas. Tu vois, il va changer sa mentalité, changer sa culture, changer. Tu ne vas pas y arriver. Pour moi, c'est ça le plus gros défi, c'est d'arriver à faire passer tes idées et d'arriver à écouter leurs besoins, leurs envies, leurs craintes et d'arriver à les moduler pour que tu arrives à trouver le meilleur compromis pour ça. Et ça, c'est difficile. Moi, je suis arrivé là-bas en pensant détenir la vérité. Et pareil au niveau des coachs, hein, au niveau des coachs, au niveau du staff. Hein. C'est-à-dire que toi, on te dit, si je prends le truc d'actualité, parce que j'ai rigolé ça la semaine dernière, mais il ne faut pas faire de squat profond. Nous, on nous a appris qu'il n'y avait pas de problème avec ça, qu'il y a plein d'études qui le montrent. Mais si tu as un médecin ou un kiné, ça fait 30 ans, qui dit qu'il ne faut pas le faire, ben, tu pourras dire ce que tu veux. Le médecin, le kiné, s'il dit non, vous ne dépassez pas 90 degrés, ben les joueurs, ils ne vont pas dépasser 90 degrés. Même si tu leur prouves par A plus B que ça leur fera plus de bien de passer dessous. Voilà. Donc, c'est la force de la culture et du contexte, elle est impressionnante. Et
Les axes de travail, ils sont là-dessus pour moi. Tu n'as pas le choix. Tu es énervé parce que le mec, il ne veut pas faire ce que tu dis. Ça ne va pas faire avancer les choses. Trouver la solution pour l'améliorer, ça sera bien. Tu es obligé de trouver quelque chose tout le temps pour. Voilà. Mais des défis, il y en a tout le temps. Des défis, il y en a tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pour plein de raisons différentes. Parce qu'en plus, dans ces 18 joueurs-là, tu as 18 joueurs, outre le caractère, qui sont à des moments de vie différents. Tu as ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui sont en début de carrière, ceux qui sont aux portes de l'équipe nationale, ceux qui ont leur femme qui est enceinte, ceux qui ont leur femme qui a accouché, ceux qui... Tu vois? Et ces défis-là, ils vont être tous différents. Parce que celui qui a sa femme qui a accouché ne dort pas beaucoup, donc tu dois trouver le juste milieu pour le faire travailler sans le mettre en danger. La priorité reste le handball. La priorité reste le handball. C'est une vérité. Voilà. Alors, la problématique que ça crée, c'est que maintenant, tu te retrouves avec des mecs qui passent plus de temps à faire des exercices avec des élastiques que finalement de développer des mouvements et des mobilités globales et du travail fonctionnel. Et parce que les préparateurs physiques ont peur, c'est ce que tu vois dans le football maintenant. Les mecs, ils utilisent plus de Bosu et d'élastique qu'autre chose. Ça dépend des clubs, bien sûr. Alors qu'avant, on voyait des mecs pousser des barres, quoi. Tu vois. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre le meilleur compromis entre je maintiens mes niveaux de force, je maintiens mes niveaux de puissance sur des mouvements, et en même temps, il faut que je sois performant dans le handball, et en même temps, il ne faut pas que je me blesse. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux, cercle vertueux. Il faut trouver tout le temps le meilleur truc. Et voilà. Moi, je sais que j'avais été impressionné quand j'étais arrivé en 2010 au centre de formation. C'était l'époque où il y avait Luca Karabatic, Cambrai, Dipanda, Desbonnet. Tu avais des mecs qui s'entraînaient déjà avec les pros. Et quand ils venaient en salle de muscu avec nous, j'étais impressionné des niveaux de force qu'ils avaient déjà à ce moment-là. Et ils n'avaient pas peur de s'y filer sous les barres, quoi. Et maintenant, quand je vois les mecs que j'ai eus, moi, peut-être que je suis dur, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont ce même état d'esprit, tu vois. Alors après, ils arriveront probablement pas au même niveau, hein. Tu vois, quand tu vois les 3 personnes que j'ai citées, les 4 personnes que j'ai citées, c'est plus de 100 sélections chacun. Ils ont gagné des Ligues des Champions, ils ont été en Final Four. Et peut-être que probablement que les mecs qui étaient au centre de formation avec moi, qui s'y filaient pas et qui voyaient pas plus loin que le lendemain et l'entraînement ou une heure après, eux, ils resteront dans une N1, quoi. Tu parlais de, tu parlais de maintien des qualités de force, qualité de puissance, etc. Avec les joueurs pros que tu as pu avoir, étant donné que j'imagine il faut un état de fraîcheur chaque week-end pour jouer les matchs, est-ce que tu arrivais à trouver des moments, hors pré-saison évidemment, mais à trouver des moments pour développer les qualités physiques, ou alors tu étais quasiment tout le temps sur du maintien? Tu es quand même plus souvent sur le maintien, quand même. Tu es quand même sur le maintien. L'objectif pour moi, c'était dans une semaine, peu importe le nombre de matchs, en fonction du temps que j'avais, j'essayais toujours d'avoir une toute petite sollicitation nerveuse de type plutôt force. Donc, soit une top 7 avec de la réserve, soit du travail isométrie vraiment à max, et du travail de puissance. Voilà. Et toujours une petite partie un petit peu, on va dire, réhab, si on appelle ça comme ça. Après, il y a toujours des semaines internationales qui s'y prêtent. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en semaine internationale, les mecs ont coupé 2-3 jours et tu vas avoir 3-4 jours, tu vas avoir 10 jours quasiment avant le prochain match. Et là, les gars, en général, tu as 2 possibilités. Tu as ceux qui ont besoin un peu, qui ont eu beaucoup de temps de jeu, de se restaurer un petit peu. Et en même temps, tu dois trouver c'est le moment propice pour augmenter un peu le volume, tu vois. Le volume en muscu. Donc, si ton staff est à l'écoute du préparateur physique et que tu veux trouver, c'est un moment propice pour prioriser ou le travail technique ou le travail physique. Les entraîneurs, ils veulent toujours faire les deux. Après, il faut arriver à trouver le juste milieu, d'essayer d'avoir, tu vois, tout ça. Mais c'est vrai que tu es plus souvent dans le travail de maintien. Après, dans ce grand groupe de 18 joueurs, tu as toujours des joueurs qui jouent moins. Alors, eux, tu ne vas pas développer, mais tu vas faire du maintien plus. C'est-à-dire que tu vas faire une série de plus ou tu vas
leur rajouter des séances un petit peu en plus. Tu arrives à améliorer leur culture de l'entraînement. C'est-à-dire que s'ils ne jouent pas, tu leur fais faire une séance de muscu après le match. Quand tu es à Bougnols, enfin au FDI Stadium à Montpellier, bah, tu leur proposes de faire 15-20 minutes de muscu où tu vois, et tu vas arriver au fur et à mesure à maintenir et leur niveau de force et leur niveau de musculature. Voilà. Parce que tu as toujours des sous-objectifs dans l'objectif. Tu as des joueurs qui jouent quasiment pas, qui s'entraînent avec le groupe, mais qui n'ont pas de temps de jeu. Donc eux, tu es obligé de les faire travailler en plus, de manière à ce que et ils se développent et que quand ils retournent sur le terrain, s'il y a un problème, ils puissent tenir un match et être à fond. Ouais, carrément. Et est-ce que tu privilégies un certain travail la veille ou l'avant-veille de match? Je privilégiais rien du tout parce qu'il n'y avait aucune semaine qui se ressemblait. Que c'est pas moi qui faisais le programme. Donc moi, j'étais, on va dire, exécutant et que quand Patrice me disait, là, je fais ça ou ça ou ça, tu as une demi-heure en salle de muscu ou tu as une heure ou tu as 20 minutes sur le terrain d'échauffement. En fonction, et moi j'analysais en fonction du moment, de l'état des joueurs et en fonction de ça, je proposais quelque chose. Et c'était différent si c'était le matin ou l'après-midi en plus. C'est-à-dire que pour moi, il y Ok. avait des choses différentes. C'est-à-dire que l'échauffement et l'activation de début de match, de début de séance de muscu, par exemple, n'était pas du tout pareil si c'était le matin ou l'après-midi. Que si c'était veille de match, selon le type de match, mais je ne vais pas proposer la même chose. Ça dépendait s'ils avaient voyagé la veille ou pas. Parce que ça arrivait des fois qu'ils rentrent à 1h du matin, qu'ils s'entraînaient le lendemain à 16h et qu'on jouait 2 jours après. Donc quand c'est comme ça, la séance de muscu, l'activation que j'y mettais était plus longue et plus douce. Beaucoup, ça me prenait du temps sur la partie, on va dire, plutôt dynamique. Et c'était pas grave, mais parce que les mecs avaient vraiment besoin de cette mise en route qui était différente. Et moi, je m'adaptais au temps. C'est-à-dire que si on me donne 30 minutes, tu as 35 minutes, ok, mais tu n'as pas 45 ou 1 heure. Donc, je pouvais essayer de négocier 10 minutes de plus, 15 minutes de plus. Si on me demandait et si on me laissait la possibilité de m'exprimer, parce que ce n'est pas tout le temps le cas dans un staff, des fois, tu vois, le coach, il dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand c'est pas comme ça et pas autrement, ben, tu dis ok. Et tu dis oui, mais ça serait bien. Non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Ou s'il te dit il faut que tu fasses. On est plutôt sur le terrain aujourd'hui, je veux que tu fasses des groupes de travail et je veux que tu fasses un peu de travail vivacité. Tu as 20 minutes pour faire de la vivacité et il faut échauffer les mecs. Tu vois, donc en gros, tu fais 10 minutes d'échauffement rapide pour pouvoir faire 5 minutes de travail de vivacité. Voilà. Et ça dépend de la collaboration que tu as dans le staff, ça dépend du temps qu'on te donne et de préparation et de moyens humains. C'est-à-dire que moi, j'étais tout seul, j'avais l'entraîneur adjoint David Degouy qui est à Nîmes maintenant qui m'aidait. Et en fonction du temps que j'avais, on savait qu'on avait notre routine de travail, que si j'avais 20 minutes et que le coach voulait que je fasse des groupes, ben, je faisais 3 groupes avec un groupe plutôt axé coordination œil-main avec du travail de jonglage. Moi, je m'occupais plutôt du travail un petit peu de mobilité et d'activation avec des élastiques et du travail de mobilité. Et le kiné pouvait s'occuper plus des épaules, par exemple. Voilà. Mais si on me donnait 30 minutes et ta carte blanche, ben, je ne faisais pas du tout la même chose. Et ça, tous les jours, ça changeait. Dans le modèle de fonctionnement que j'ai connu au MHB, c'était comme ça. Il y a d'autres modèles qui sont différents. Si on me dit, Ben, tu veux faire quoi? On est veille de match, comment tu vois les choses? Moi, je veux faire que de la défense et je veux pas traverser et je veux pas de contact aujourd'hui. Mais je veux que les mecs, tu vois, que tu fasses un peu de contact, un peu de ça. Ok, tu as 45 minutes. Si tu le sais la veille, tu ne fonctionnes pas de la même manière. Moi, j'aurais pris Pierrick, moi, qui s'occupait des jeunes. J'aurais dit, vas-y, viens, on fait un truc tous les deux. Tu t'occupes de la mobilité, je m'occupe de ça. On va faire du travail défensif, plutôt du travail de contact ou de la préparation là-dessus, et du travail de vivacité ou du travail de vitesse sur les 2 premiers appuis. Tu vois, tout est différent en fait. Et pareil que si 2 jours avant, on te dit tu as 1 heure de muscu et que 2 heures avant, on te dit en fait, tu n'as qu'une demi-heure. Toute ta séance a changé. Donc, tu prends ton papier et tu barres les trucs qui ne sont pas utiles par rapport au temps imparti et tu dois faire différemment. Et ça dépend. Et donc, en fait, dans ta tête, tu es toujours dans l'adaptation. En fait. Tu es toujours de te dire si j'ai une demi-heure, je fais ça. Si j'ai une demi-heure, je fais ça. Si j'ai 3/4 d'heure, je fais ça. Ça dépend si je suis en salle de muscu ou pas. Parce que des fois, en fait, tu te retrouves, le terrain il est pris juste avant toi, tu vas en salle de muscu,
et tu arrives en salle de muscu, tu vois, et tu n'as pas le même temps, tu n'as pas le même matériel, tu vois. Et Patrice Canaillé était comme ça, c'est-à-dire qu'il avait tendance un petit peu à vouloir surprendre souvent les joueurs. Pour coup, il nous surprenait nous aussi, par la même, et on devait toujours s'adapter. Voilà. Mais c'était bien, parce que pour le coup, ça t'oblige à toujours t'adapter, et j'ai énormément appris sur 4 ans, c'est-à-dire que tu dois toujours réfléchir vite et bien à ce qui est le mieux à ce moment précis. Ce moment précis, ce n'est pas le même que la semaine dernière, ça ne sera pas le même que la semaine d'après. Donc, d'une certaine manière, ça crée de l'incertitude chez les joueurs qui ne sont pas tout le temps fans parce qu'ils aiment bien avoir un petit peu leur routine. Et en même temps, je trouvais que c'était bien parce que ça permet de ne pas s'ennuyer, quoi. C'est jamais pareil. Ben, vas-y, fais-le. Tu fais un jeu, tu as le droit de faire un jeu aujourd'hui. Ah putain, trop bien, on fait un tennis-ballon dans la salle de muscu. Ok, super. Non, pas de jeu aujourd'hui. Je veux que ce soit sérieux. On a un match très important. Je veux que tu fasses des groupes de travail avec des activations. Ok, tu vois, tac, tac. Tu es obligé. Donc tu fais, c'est tout le temps, c'est jamais pareil. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que tu mettais en place des outils ou des questionnaires pour gérer l'état de forme des joueurs, la charge d'entraînement, etc. On l'a eu fait au début des 2 premières années parce qu'il travaillait avec MyCoach. Et la manière dont on récoltait les données, on les utilisait, n'était pas du tout intéressante. Et l'écoute et la collaboration vis-à-vis de ça n'étaient pas du tout judicieuses et intéressantes. Pour le coup, on a plutôt pris le parti d'arrêter parce que ça n'avait pas d'intérêt. Et encore une fois, pour moi, les mots les plus importants, c'est ça. Et la culture, le contexte et le caractère. C'est-à-dire que tu tombes sur un entraîneur qui dit « Moi, je veux faire ça ». Moi, je lui pose la question en tant que consultant. Qu'est-ce que tu es capable de mettre en place au quotidien dans tes entraînements pour adapter l'entraînement? S'il me dit rien, je ne fais pas de questionnaire. S'il me dit « On adapte ce que tu veux, Ben ». Ce mec-là, si je le sors, je prends un autre mec, il n'y a pas de problème. Si ce mec-là, tu veux qu'il ne fasse pas de contact, et celui-là, il en fait, et celui-là, il fait 20 minutes, et celui-là, il fait 45 minutes d'entraînement, je dis, on prend toutes les données, toutes les datas que tu veux, et on va pouvoir adapter tous les jours au quotidien, tu vois ce que je veux dire? Mais s'il me dit, moi, j'adapte rien du tout, bah, je dis, bah, on ne fait rien du tout. Parce que, voilà. Alors, l'intérêt de prendre des données, même si le mec ne veut pas, c'est de pouvoir lui prouver par A plus B qu'il y avait des signaux d'alerte qui disaient, ce mec-là, c'est danger. Tu vois, ça peut être que ça. L'intérêt, il peut être là. D'ailleurs, l'intérêt dans certains clubs, les mecs le font beaucoup pour ça. C'est-à-dire, on voudrait mettre en place des process que vous ne voulez pas mettre en place. On avait des données qui nous montraient que, pour le coup, nous, on n'est pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est le truc. Parce que les grip tests, les questionnaires, tout est faisable dans la mesure où c'est expliqué et mis en place et où il y a des feedbacks. Si tu prends tous les matins, tu demandes aux mecs de prendre 5 minutes pour répondre à un questionnaire, mais que les mecs ils voient que tu n'adaptes jamais rien, les mecs après ils arrêtent de répondre correctement. Tu vois? Donc il faut trouver le juste milieu entre cette donnée perceptive, que Stéphane Morin parle beaucoup, et cette donnée, on va dire, quantitative, où tu pourras avoir des GPS et voir de suite si les mecs ils sont en forme ou pas. Ou le HRV, ou n'importe quoi, le grip test, etc. Tu peux mentir pour tout. Tu fais semblant de faire un grip test en grimaçant et tu vois, tu fais moins fort. Ah putain, je suis pas en forme aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que c'est pour révéler des tendances ou est-ce que c'est pour révéler à l'instant T quelque chose que tu vas mettre en place un process de manière à adapter? Tu vois? Tout est différent. Tu vois, je sais qu'au rugby, ils fonctionnent différemment. Ils font des sit and reach ou des knee to wall et après, les mecs avaient après le petit déjeuner, ils avaient une activation différente, mais parce que leur modèle et leur planning étaient faits ensemble, étaient faits de manière à ce qu'il y ait la place pour ça. Et la culture a été créée par rapport à ça. Au début, ils n'y arrivaient probablement pas. Et que même maintenant, encore au quotidien, il y a des mecs qui disent moi, j'ai pas envie, je veux boire un café, ou moi, j'ai envie de discuter avec mes potes. Voilà. Donc, tout est différent. Le contexte est différent. La réalité, c'est que quand tu joues tous les 2 jours ou tous les 3 jours, tu ne peux pas avoir le même niveau d'exigence, tu vois, avec tout le monde de la même manière. Tu vois, il faut faire en sorte de trouver la bonne chose. Tu ne peux pas copier-coller ta méthode
tu dois aussi l'adapter par rapport à tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses, avant de passer sur les questions de fin, est-ce que tu as d'autres choses à partager sur ton expérience au MHB? On a évoqué plusieurs choses. Il y a un milliard de choses, je pense, qu'on pourrait rajouter, mais est-ce qu'il y a un point en particulier, je sais pas, qui te tient à cœur ou que tu trouves intéressant, qu'on n'a pas évoqué, que tu aimerais partager avec nous? Par rapport au MHB? Ouais, par rapport à ton expérience avec le MHB, ouais. Ou une autre, hein, d'ailleurs, si autre chose qui te vient. Je réfléchis. Ça, c'est très intense. 4 ans. Je suis encore en train de débriefer mes 4 ans, tu sais, dans ma tête au quotidien, tu sais. Ouais. De tout ce que j'ai vécu il y a 4 ans à la fin du mois de juin où on te fait un hommage en te disant, bon voilà, merci Ben d'avoir passé ces 4 ans. Tu vois, les joueurs qui te remercient, le staff, tu vois, le fait de digérer, de ne plus être là-bas. Tu vois, moi, j'habite à 200 mètres du stade. Tous les matins, je pose mon fils à côté. J'ai mes potes qui travaillent encore là-bas. Donc, tu sais, tu essaies de digérer, tu réfléchis à ce que tu as fait de bien, pas bien, est-ce que tu ferais différemment ou pas, est-ce que tu regrettes ou pas. Et tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, soit je perds, soit j'apprends. Mais j'apprends encore au quotidien de tout ce que j'ai mis en place là. Et c'est une super aventure et qui m'ouvre des portes maintenant incroyables. Moi, j'ai été énormément marqué par le rapport humain, en fait. Tout ce que j'ai vécu finalement avec tous ces mecs-là, quoi. Tous à leur niveau et tous différents, même ceux avec qui je me suis embrouillé et pris la tête, tu vois, que ça arrivait. C'est pas lisse, quoi, tu vois. C'est des sportifs de niveau, c'est des mecs, ils ont de l'ego, et moi aussi j'ai de l'ego, et des fois c'est putain, tu fais chier, quoi, tu vois. Et des fois, non. Et en même temps, tu es content de les voir et tout ça. Mais le sport crée quand même, quoi qu'il arrive, des émotions que tu trouves nulle part ailleurs, je trouve. Pour moi, c'est une réalité, quoi. Les choses que tu vis quand tu es dans un stade rempli, à l'Arena avec 7000 personnes, ce que tu vis en tant que personne qui travaille au quotidien avec ces mecs-là, c'est incroyable, quoi, tu vois. Les émotions que tu as. Voilà. Ce qui est plus fort, c'est la naissance d'un enfant pour moi. Voilà. Après. Quel conseil tu donnerais à... Deux questions en une, je te laisse répondre en deux temps, mais quel conseil tu donnerais à un jeune préparateur physique, à un jeune entraîneur, et quel conseil tu donnerais à un joueur? Alors, un joueur, je commencerai. Moi, je lui dirais vraiment de travailler sur son objectif final et de mettre en place des points intermédiaires sur ce qu'il doit mettre en place au quotidien pour arriver à cet objectif. Alors, c'est souvent effectué par les préparateurs mentaux et trucs comme ça. Mais je pense que c'est important d'être acteur de sa performance et de ne pas être dans l'attente. Ça arrive trop souvent. Je leur dirais aussi de couper leur téléphone un peu. Voilà. Diminuer le temps d'écran, de s'intéresser à d'autres choses. Je crois que Vincent et Sartel l'a dit aussi, mais il y a beaucoup trop de mecs qui n'ont pas de passion et qui n'ont que le sport dans leur vie. Et en fait, ils ne voient rien d'autre que ça. Alors qu'en fait, la vie, elle est. Tu vois, la vie est tellement incroyable, quoi, tu vois. Il y a tellement de choses auxquelles s'intéresser que de passer du temps sur son téléphone à scroller ou à regarder des séries Netflix, c'est ce qui fait un peu des teubés et ce qui fait que les mecs aussi performent probablement moins parfois. Voilà. Et pour être père de famille avec des filles qui ont 13-15 ans, je vois le rapport aux réseaux sociaux et ça fait vraiment flipper. Et moi, je leur dirais vraiment de faire attention à ça. Surtout qu'en plus, ça les pollue finalement parce que il y a tellement d'informations rapides que les mecs, ils ont tendance à avoir l'impression de tout savoir. Et sur l'aspect préparation physique, hein. C'est-à-dire que tu as un mec qui a mal au genou, il va regarder Bulletproof Knee en anglais et on va lui proposer 5000 exercices et il va penser qu'il est spécialiste du genou, tu vois, alors que c'est plus compliqué. Et pour un préparateur physique, je dirais que pour moi, le meilleur conseil, c'est qu'il faut qu'il aille voir partout où il peut, voir comment ça se passe ailleurs.
Et ça, c'est important. Et j'ai eu un mec qui a fait ça, il s'appelle Thomas Roman. Il prépare physique au rugby à Montpellier. Et il a eu cette démarche-là sur une année sans travail, d'aller voir tous les clubs et de voir des contacts. Et en fait, ça a été super enrichissant pour lui, mais je crois aussi pour les autres. Tu vois, parce que il faut à un moment donné créer son système d'entraînement et sa manière de penser, de comment tu vas travailler. C'est ce que beaucoup de préparateurs physiques ont en fait. Certains l'ont mis sur papier, d'autres non. Certains vendent leur méthode, d'autres non. Mais pour pouvoir avoir un avis là-dessus, il faut qu'il y ait des divergences de point de vue avec d'autres personnes pour pouvoir se créer sa propre identité. Ok. Pour savoir. Et tu sais, à l'époque, quand j'étais au MHB, je discutais beaucoup avec des jeunes qui étaient au Pôle Espoir, dont Solène, qui s'occupe de Toulon au handball. Et maintenant qu'elle a un club pro, qu'elle se retrouve confrontée à ce que moi j'étais confronté, tu sais, à l'époque, elle me disait, mais non, Ben, tu racontes des conneries, nous on détient la vérité, moi je vais leur dire ce qu'elles doivent faire, elles vont le faire. Et maintenant, elle m'appelle, elle me dit, Ben, tu avais raison. Il y a des filles qui ne veulent pas faire ce que je propose. Et puis il y a des filles qui ont leur programme d'entraînement. Et puis il y a des filles qui n'aiment pas faire ça. Comment je fais? Elle me dit, ah, en fait, tu vois, et, euh, et tu vois, le conseil que je dirais, c'est écouter les vieux singes. Tu sais, quand on dit ça, tu sais, on n'écoutait pas nos parents, tu sais, quand on avait 14-15 ans. Et moi, quand je suis rentré dans la prépa physique et que je sortais de la fac, je me disais, ah, oh, les vieux préparateurs physiques de 40 ans, là, ils racontent des conneries et tout ça. Moi, quand je vais demander à un mec de faire un super plate neuf, il va le faire, t'inquiète, il n'y a pas de problème. En fait, la vérité, c'est que c'est pas vrai, quoi. C'est plus complexe que ça. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu apprenais tous les jours. Et je pense qu'on apprend effectivement tous les jours. Est-ce que tu arriverais à sortir un des plus grands apprentissages que tu as eu jusqu'aujourd'hui? Quelque chose qui t'a marqué où tu te diras, ah, punaise, là, ça m'a vraiment servi, tu vois. C'est une question un peu compliquée, j'imagine, Non, 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 mais non. Non, c'est ça peut rigolo être parce que c'est un truc que j'y pense beaucoup. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est la pratique finalement. Et parfois, c'est de se casser la gueule. C'est pour ça souvent que les sportifs qui se blessent, à un moment donné, parfois, tu sais, ils passent un cap. Parce qu'en fait, ils se retrouvent confrontés à l'échec, à la blessure, et ils vont commencer à mettre en place des process au quotidien qui va faire qu'ils vont grandir eux-mêmes. Et je pense qu'en tant qu'être humain, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai eu une grosse désillusion quand j'étais plus jeune et que j'étais entraîneur d'athlètes, où je me suis pris pour quelqu'un d'autre en pensant que je détenais la vérité, tu sais. Et je me suis cassé la gueule très, très fortement. Et c'est un truc qui me marque encore au quotidien, tu sais. C'est un truc que il n'y a pas un jour quasiment où j'y pense pas. Tu sais, sois humble, tu vois. Sois humble. Rappelle-toi que tu sais rien. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, oui, ce que je sais, c'est que je sais rien. Tu sais, à l'époque, je trouvais ça que c'était une phrase de con. Et en fait, je pense que c'est la phrase la plus vraie qui existe. La vérité, c'est que je sais rien. C'est que ce que je te dis là, ça ne reste que mon humble avis aujourd'hui. Et peut-être que dans un mois, je te dirai autre chose. Et que dans un mois, je te dirai autre chose. Et que je vais rencontrer une personne qui va me dire, mais Ben, c'est des conneries. Et ça va me pousser à réfléchir. Et ça, c'est ça. Mais voilà, mais la pratique et la désillusion que j'ai pu vivre il y a quelques années a fait ce que je suis aujourd'hui. Et la désillusion que j'ai probablement eue en n'étant pas gardé finalement au MHB avec de nouvel entraîneur, ben, c'est aussi quelque chose qui va me faire apprendre quelque chose. Et l'entretien d'embauche que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui a capoté, ben, il va aussi me faire prendre conscience de certaines choses, de me dire putain, ça, tu n'aurais pas dû le dire, mais ça, ben, si, sois content de l'avoir dit parce que ça te correspond. Et c'est comme ça, tu vois. Et il n'y a que la pratique. Il n'y a que la pratique et ce que tu vis au quotidien qui fait qu'à un moment donné, tu peux changer, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui ont besoin de faire essai-erreur. Il y en a qui arrivent à apprendre en amont. Hein. Mais tout le monde n'est pas capable d'apprendre en amont. Tu vois, moi, dans mes enfants, il y en a une qui a besoin de se casser la gueule et il y en a une que je peux prévenir et qui ne fera pas la connerie avant. Tu vois. Et je suis obligé de fonctionner des deux en disant, bah, OK, tu ne me crois pas, fais ce que tu veux, fais-le. Et l'autre, je la préviens, elle me dit, OK, je vais réfléchir. Et elle fait attention.
Voilà, c'est comme ça. Et tu sais, dans ton entourage, dans mon entourage, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des formations, des podcasts, des livres, des choses que tu utilises pour te former au quotidien, pour apprendre, pour t'ouvrir l'esprit, que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, un des trucs qui m'aide le plus, c'est la plateforme de Fred Marcerou, là, qui s'appelle Coaching Club. C'est super intéressant parce qu'il y a 200 préparateurs physiques et que vraiment, tu as accès à beaucoup, beaucoup de contenu de qualité. Et en fait, si tu as une question, tu peux discuter avec beaucoup de préparateurs physiques. Et ce réseau-là fait que tu peux discuter avec n'importe quelle personne en privé, tu sais. Tu vas aussi envoyer un message pour demander un avis à quelqu'un. Ça me paraît vraiment indispensable. Et ça ramène vraiment les pieds sur terre parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques qui fonctionnent, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et tu te dis, putain, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les podcasts. Les podcasts, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ça commence à devenir redondant dans le sens où tous les podcasts, parfois, alors certains que j'écoute, mais beaucoup que j'écoute plus, n'étaient qu'en rapport avec le parcours qui sont, et très peu de travail, de questions vraiment techniques profondes, tu sais, avec vraiment des solutions, quoi, tu sais, des choses concrètes. Voilà. Donc, Coaching Club, pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants. Après, bien évidemment, il y a des formations à faire au quotidien, à mon avis, qui sont intéressants. Des séminaires, des workshops, il y en a tout le temps qui sont créés. Et après, il faut pratiquer et échanger, quoi. Mais pour le coup, on en revient toujours à la même chose, c'est communiquer avec les autres. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer un message à n'importe quelle personne, dire salut, j'ai vu ton contenu, tiens, je suis curieux de discuter avec toi, quoi. Pas parce que le mec il est bankable et parce qu'il a 100 000 abonnés, mais parce que peut-être que l'exercice qu'il a proposé, il te titille et tu te poses des questions, quoi. Je pense que c'est peut-être un milieu qui est plus ouvert que ce qu'on croit. On n'est pas obligé de faire les choses dans son coin pour être le meilleur. On peut le partager. C'est pas pour autant qu'on va perdre sa place, quoi. Je suis de cet avis. Mm. Et c'est aussi pour ça que je fais des podcasts avec des prépas comme toi, etc. Parce que du coup, on a l'occasion d'échanger. Et je pense que ça t'enrichit, ça m'enrichit, ça enrichit Beaucoup, ouais. les gens qui nous écoutent. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. J'ai une dernière question pour toi avant de clôturer le podcast. Et je pense une question finalement qui va un peu résumer pas mal de choses que tu as pu évoquer. Mais pour toi, c'est quoi un bon préparateur physique? C'est un préparateur physique pour moi. Un bon, c'est il faut respirer. Parce que alors non, je ne vais pas le dire comme ça. Euh, pour moi, il y a un truc, c'est plusieurs. Il y a plusieurs trucs. C'est lead by example. Tu dois transpirer la préparation physique, le développement, le dépassement de soi, si c'est ce que tu prônes. Euh, et ensuite, c'est avoir un système d'entraînement euh, qui te correspond. Et si je devais utiliser un mot de la fin pour moi, c'est culture, contexte et caractère. C'est pour moi les choses les plus importantes pour arriver à créer un système d'entraînement. En tout cas, mon système d'entraînement est comme ça, qui va correspondre au quotidien à ce que je mets en place. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Je te laisse un petit mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, Euh, si merci, tu veux Johan, bien transmettre. évidemment. Effectivement, c'est très, très enrichissant de discuter. J'espère en tout cas que le contenu ne sera pas soporifique par rapport à certains podcasts qu'on peut entendre de temps en temps qui sont redondants. Alors, il y avait un podcast qui proposait, je ne sais plus lequel que j'écoutais, qui disait passe décisive, proposer à notre préparateur physique tu sais, pour un futur podcast. Et pour moi, c'était important de mettre en lumière un mec que je connais, avec qui j'ai bossé au CrossFit, qui est très intéressant sur le développement personnel, pas que sur la préparation physique, qui s'appelle Guillaume Leuillet. Je serais ravi d'entendre son podcast avec toi. C'est un mec qui a été formé à Ok. Montpellier, qui vit en Nouvelle-Calédonie et qui fait du coaching indiv et de la préparation physique indiv. Et c'est un mec passionnant, je trouve, dans son ouverture d'esprit. Moi, il m'a beaucoup apporté. Et donc, je lui fais une passe décisive en espérant qu'il l'apprenne. Voilà.
Ok, bah écoute, avec plaisir, je connais pas, mais du coup, ça sera l'occasion de découvrir la vision de quelqu'un d'autre. Écoute, Benjamin, merci beaucoup à toi pour ton expérience, toutes les choses que tu as pu partager. C'était hyper intéressant. J'espère que les auditeurs auront apprécié, auront pris des choses par-ci par-là. Merci à toi. Merci à toi, Johan. Passe une bonne journée. Salut. Merci. Ciao, à la prochaine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.